Bonjour à tous, bienvenue dans l'ivresse du moment, la lecture en plein milieu du gué. Il s'agit pour moi de réfléchir devant vous à l'acte même de la lecture, à l'expérience bouleversante de la lecture. Bien sûr, toutes les lectures ne bouleversent pas, et je ne sais pas si les lectures dont je vais vous parler me bouleversent véritablement, mais il y a quand même dans mon vécu de lecteur l'idée que je lis pour être bouleversé, que je lis pour porter un regard neuf sur le monde. La lecture n'est pas qu'un divertissement. La lecture est beaucoup plus importante que cela. Donc je vais vous parler des livres qui m'occupent en ce moment. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 devant moi. Ces 5 livres m'occupent d'une manière qui diffère selon les livres. Il y a plusieurs récits, romans, récits historiques, récits autobiographiques, il y a un peu de poésie. Il faut toujours qu'il y ait un peu de poésie. Ces auteurs sont pour la plupart des classiques, même si 2 d'entre eux sont vivants, donc c'est pas si mal sur 5, ça fait 40%. Commençons par les morts, ou en tout cas par un des auteurs qui fait partie de ceux qu'il faut lire, mais il ne faudrait pas se contenter de le lire parce qu'il faut le lire. Je veux parler de Balzac. Et ici des illusions perdues de Balzac. Balzac, d'emblée, c'est un auteur qui effraie un peu, on s'attend à lire de longues descriptions. En même temps, les longues descriptions chez Balzac sont tellement bien écrites que finalement, ça ne pose pas de problème. Balzac, la comédie humaine, retranscrire l'ensemble d'une humanité à un moment donné, à un endroit donné, l'humanité française de sa période du début du XIXe siècle, c'est la période aussi du romantisme, et généralement Balzac on ne le classe pas dans les auteurs romantiques. Illusion perdue, pourtant, a des liens avec le romantisme. Premier lien évident, la dédicace que je vais retrouver. Il ne dédicace pas ce livre à n'importe qui, mais bel et bien à monsieur Victor Hugo. Vous qui, par le privilège des Raphaël et des Pitt, étiez déjà grand poète à l'âge où les hommes sont encore si petits, vous avez, comme Chateaubriand, comme tous les vrais talents, lutté contre les envieux, embusqués derrière les colonnes ou tapis dans les souterrains du journal. Aussi désirais-je que votre nom victorieux, Victor Hugo, aide à la victoire de cette œuvre que je vous dédie et qui, selon certaines personnes, serait un acte de courage autant qu'une histoire pleine de vérité. Donc d'emblée, on se place sous le patronage de Victor Hugo, du poète romantique français par excellence. Et la première partie, c'est celle que j'ai lue, j'en suis à la fin de cette première partie qui s'intitule Les deux poètes, met l'accent principalement sur Lucien de Rubempré, qui en fait est pas tout à fait de Rubempré, mais c'est un nom beaucoup plus romantique que Lucien Charbon, je crois, ou Chardon. Bref, j'ai déjà oublié son nom véritable. Donc Lucien de Rubempré, qui est un poète romantique qui tombe amoureux d'une dame
Madame Bargeton, de Bargeton, qui est une dame, là aussi, romantique, mais du romantisme de province, d'Angoulême, du romantisme qui est aussi exalté que celui qu'on peut voir à Paris, mais qui est entouré de cette médiocrité des gens sans, des gens sans culture, des gens qui ne comprennent pas les envolées du romantisme et qui considèrent que ce type qui vient lire des poésies dans une espèce de soirée mondaine avec l'évêque et les gens de la haute société d'Angoulême, alors que lui-même a usurpé le nom de Rubempré, ben, ce personnage-là, on s'en moque. Alors que pour lui, sa poésie, c'est toute sa vie. Bref, c'est une figure du créateur littéraire qui nous parle encore, c'est-à-dire celui qui se met lui-même entièrement dans son œuvre et qui va aller forcément de désillusion en désillusion et perdre ses illusions. Déjà, il doit quitter Angoulême et il va partir à Paris, mais la partie parisienne, j'en parlerai peut-être une autre fois parce que je ne l'ai pas encore lu, mais Balzac décrit avec une précision et une justesse, me semble-t-il, justesse dans les mots, justesse dans la manière dont il décrit les rapports entre les personnages et l'évolution de ces rapports. Cette délicatesse, cette justesse fait qu'on entre dans ces longs romans, ce long roman en tout cas de Balzac, sans s'ennuyer. C'est la peur qu'on a quand on lit Balzac, mais là, non, je ne m'ennuie pas, même s'il me reste beaucoup, peut-être je m'ennuierai plus tard, mais pour l'instant, pas du tout, et le retrouver à Paris va sans doute complexifier le personnage. Lucien de Rubempré, est-ce que c'est moi? Il y a ce côté-là où il y avait peut-être, il est très jeune, cette idée de l'écrivain romantique, du poète qui vit dans un autre monde et que la réalité cogne. Réalité qui cogne aussi chez un auteur qui, lui, est beaucoup plus contemporain, Karl Ove Knausgaard, c'est un Norvégien, qui a eu énormément de succès avec son autobiographie Mon combat. Mon combat, le titre provocateur. Mein Kampf, je ne sais pas comment on le dit en norvégien, en allemand on dit Mein Kampf. Évidemment, ça fait penser à un autre personnage dont je serai obligé de parler tout à l'heure, à propos du livre suivant. Qu'est-ce que c'est que ce combat de Karl Ove Knausgaard? C'est sa vie qui est un combat, comme on pourrait dire la vie de Lucien de Rubempré est un combat contre la société médiocre dans laquelle il vit, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors que Karl Ove Knausgaard se rend compte qu'il vit dans un milieu assez sordide. Ce livre s'appelle La mort d'un père, de son père. Il est déjà intéressant de voir dans le titre qu'il ne s'agit pas de la mort de mon père, c'est un père. Il y a déjà une mise à distance. Et ce père, d'emblée, il apparaît comme distant. Le texte commence par la mort, qui est annoncée dans le titre, par la mort physique. Pour un cœur, la vie est une chose simple. Il bat aussi longtemps qu'il peut, puis il s'arrête. Un jour ou l'autre, ce mouvement scandé cesse de lui-même et le sang commence à refluer vers le point le plus bas du corps où il s'accumule en une petite flaque visible de l'extérieur, comme une tache molle et sombre sur la peau de plus en plus blanche,
en même temps que la température baisse, que les membres se raidissent et que les intestins se vident. Voilà la mort du père, sans que l'on sache au début que c'est le père. Et il y a une longue réflexion au début sur la mort, justement, en général, et sur le fait que nous vivons dans une société qui cache ses morts. En période de pandémie, c'est plus difficile. Mais, mine de rien, on fait tout encore maintenant, malgré l'expansion de la mort, si on veut, pour les cacher, ces morts, les corps des morts. Pourquoi les entreprises de pompes funèbres et les morgues se trouvent-elles toujours au rez-de-chaussée ou dans les sous-sols, jamais au 10e étage? C'est une question qui est posée dans ce livre-là, qui est intéressante. Mais il y en a beaucoup d'autres, et ce livre a aussi ceci d'intéressant, qu'il n'est pas une autobiographie au sens je suis né le... je ne sais pas à quelle date précise est né en Norvège en 1968. Voilà. Je suis né en Norvège en 1968. Je vis en Suède avec mes 3 enfants. Ça, c'est ce qui est écrit dans la petite notice tout au début. Non, on apprend qu'il a un enfant à un moment donné, effectivement, qu'il a de la peine à élever son enfant ou ses enfants, peut-être qu'il en a déjà 2 au moment où il écrit. On voit en fait apparaître la vie de l'auteur par couches successives. Il évoque une strate temporelle, puis remonte longtemps plus haut dans le temps, on le retrouve enfant, avec la figure du père, qui est évidemment centrale dans un livre qui s'appelle La mort du père. Et on a une scène où le père, distant, coupe du bois, je crois, ou en tout cas fait une activité à l'extérieur, et l'enfant vient lui dire qu'il a vu un visage dans la mer à la télévision, et le père réagit de manière assez peu vive à ceci. Et puis ensuite, on se retrouve avec Karl Ove quelques années plus tard, alors qu'il va fêter un nouvel an, qu'il est adolescent et qu'il commence à boire, à s'intéresser aux filles, à faire de la musique, etc. Puis on le retrouve encore plus tard, au moment où son père meurt, dans des conditions terribles. Son père sombre dans l'alcoolisme et dans la crasse la plus glauque. On nous décrit l'appartement où vivait ce père Knausgaard, qui est assez épouvantable, et les rapports entre le fils et le père sont, on le voit bien, complexes. Mais c'est construit vraiment par saut, c'est-à-dire on passe d'une période à l'autre, on est un peu perdu en tant que lecteur, ou en tout cas il faut bien se concentrer pour savoir à quel moment on est, quel âge a l'auteur. Les dates ne sont pas données, il est né en 1968, il me semble que le père meurt en 1998, donc lorsque son fils a l'âge de 30 ans. Des événements sont plus récents, d'autres sont plus anciens, souvent très détaillés dans leur cadre précis, dans les choses qu'il voit, les odeurs qu'il sent, les personnes qui sont là, même si elles n'ont aucune importance. Un voyage en avion, au moment où il doit retourner enterrer son père, il décrit les gens qu'il voit dans l'avion. Même si c'est il y a plusieurs années par rapport au moment de l'écriture. Dans quelle mesure est-ce vrai ou est-ce inventé? On a le sentiment profond en le lisant que tout est vrai, qu'il n'invente rien. Mais en même temps, on se dit, mais pour que ce soit aussi précis que ça, est-ce qu'il n'ajoute pas des détails qui seraient de la fiction? Ça briserait le pacte de lecture, hein, de l'autobiographie, où tant que lecteur, on croit, on a
cette idée qu'il faut croire ce que dit l'auteur, et on n'a pas de raison de ne pas le croire. Et donc on entre vraiment très très à fond dans l'intimité du personnage. Bref, un livre assez intéressant qui se poursuit sur d'autres livres que sans doute je vais aller voir par la suite. Je parlais de Mein Kampf, un des grands spécialistes de l'auteur de Mein Kampf. L'autre, c'est Ian Kershaw. Ian Kershaw, c'est un historien britannique, auteur de la plus importante biographie d'Adolf Hitler, spécialiste du nazisme, qui est considéré comme l'un des grands historiens de cette période-là, l'Allemagne nazie, et qui, vers la fin de sa carrière, ou même après sa carrière, je crois qu'il est assez âgé aujourd'hui, va ouvrir son œuvre à d'autres réflexions et à un temps plus long. Le livre que je suis en train de lire, c'est L'Europe en enfer, 1914-1949, donc on est bien dans la période qui intéresse d'abord Ian Kershaw, mais il élargit à l'Europe. Alors, évidemment, Hitler, lui aussi, a élargi l'Allemagne à l'Europe. Et le personnage d'Hitler, malheureusement, dans cette période 14-49, en tout cas 14-45, est essentiel pour comprendre l'histoire de l'Europe. Ce qui est intéressant, c'est donc d'avoir une histoire de l'Europe qui parle de toute l'Europe, et pas seulement l'histoire du nazisme, l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne et l'histoire d'Italie, mais vraiment s'attacher à ce qui se passe dans un continent qui est complexe et d'essayer de comprendre comment cette Europe est tombée en enfer. D'abord dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Deuxième. J'en suis à un passage qui s'appelle Vers l'abîme, les années 30, la montée des dictatures dynamiques. Il appelle les mouvements nazis, staliniens et le fascisme mussolinien des dictatures dynamiques qu'il oppose aux dictatures statiques ou conservatrices, par exemple le Portugal de Salazar, qui sont, elles, ces dictatures statiques, finalement beaucoup moins dangereuses que l'Allemagne nazie ou l'URSS de Staline, parce qu'elles ne sont pas révolutionnaires. Alors que le nazisme est un mouvement révolutionnaire, est un mouvement qui veut changer le monde, qui veut que l'Allemagne retrouve sa place, mais même plus que ça, que la race allemande domine le monde, et Hitler est prêt à tout pour ceci. C'est évidemment quelque chose que je savais déjà en tant que prof d'histoire, mais la synthèse opérée par Ian Kershaw est quand même utile parce qu'elle permet peut-être de laisser de côté la notion de totalitarisme qui est quand même assez problématique, qu'elle permet aussi de produire un récit plus global de ce qui se passe en Europe sans toujours se focaliser sur les mêmes personnages historiques, sur les mêmes mouvements qui occupent évidemment une place centrale, mais pas unique. Donc, un livre très important, il y a une suite, L'âge global, je crois, où il va parler de la deuxième partie du XXe siècle. Je l'ai aussi, c'est sans doute un de mes prochains livres à lire. Une autre histoire qui est aussi sans doute inspirée de l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec, dont je viens de terminer la lecture de la Pléiade, donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui puisque je parle des œuvres que je suis en train de lire. Et une autre histoire inspirée de l'histoire, c'est donc le Seigneur des Anneaux. Sauron, est-ce que c'est Hitler? C'est peut-être un tout petit peu simpliste que de
dire ceci. Mais on sait bien que Tolkien, britannique lui aussi, assiste à ces événements-là et qu'il écrit son livre avec ce cadre-là, avec cette Europe en enfer de Kershaw comme lieu d'écriture. Et donc forcément, ça infuse dans ce qu'il écrit. Alors, comme je vous en ai déjà parlé, je lis ceci à haute voix pour m'entraîner à parler distinctement et à raconter des histoires. Après leur petit déjeuner, vous voyez, parfois on se lance dans ces lectures à haute voix. La grosse difficulté, c'est que je lis directement à haute voix, c'est-à-dire que je ne vais pas lire d'abord mon paragraphe en me disant voilà, ok, j'y vais. Je me lance dedans. Et il m'arrive ce qui vient de m'arriver, je bafouille. Mais pas toujours. Ou alors, quand il y a des personnages, il faut bien savoir qui parle. Les gens qui font des livres audio, par exemple, font les voix de tous les personnages et on arrive facilement à reconnaître quel est le personnage, même s'il y a des dizaines de personnages dans le roman. Moi-même, évidemment, je le fais pour moi tout seul, donc mon public, c'est moi-même. Parfois, je me dis, ah non, c'était peut-être pas ce genre de voix que je devais faire parce que c'est tel personnage qui parle alors que j'avais cru que c'était tel autre. Bon, je vous lis un petit bout quand même. Après leur petit déjeuner, les hobbits durent refaire leur paquet et rassembler d'autres approvisionnements pour le voyage plus long auquel ils s'attendaient à présent. Il était bien près de 10 heures quand ils partirent enfin. À ce moment-là, tout Bray bourdonnait d'excitation. Le tour de la disparition de Frodon, la venue des cavaliers noirs, le vol dans les écuries et, non moins, la nouvelle que Grandpa le rôdeur s'était joint au mystérieux hobbit, il y avait là de quoi alimenter bien des années peu mouvementées. La plupart des habitants de Bray et de Staddle, et même bon nombre de ceux de Combes et d'Archet, s'étaient massés sur la route pour assister au départ des voyageurs. Les autres hôtes de l'auberge étaient sur le pas des portes ou penchés aux fenêtres. Départ pour l'aventure, on est dans un moment menaçant et nos hobbits cherchent à rejoindre Foncombe et les elfes et à mettre l'anneau à l'abri. On est dans un conte, au fond. Mais le mal omniprésent, les gentils hobbits qui n'ont l'air de rien mais qui sauveront le monde, ça résonne quand même avec l'époque. C'est créer un mythe nouveau pour une époque qui en a besoin. Ce combat du bien contre le mal, évidemment, on a envie de dire, bon, on a déjà lu ça 1000 fois, mais quand vous avez Hitler en face de vous, vous avez besoin d'y croire à ce combat du bien contre le mal pour agir. Et de savoir que ce combat n'est pas gagné d'avance. Au contraire, l'ennemi est puissant. Mais il faut finir avec de la poésie et quand même une auteure. Parce que les auteurs dont j'ai parlé étaient tous des hommes. Une auteure importante dans la poésie du XIXe siècle, c'est Emily Dickinson, qui vivait confinée et qui a écrit beaucoup de poèmes très brefs. Et donc je les lis comme ça me prend 10 secondes, 20 secondes. Dans cette édition chez Poésie Gallimard, on a le texte en anglais et le texte en français. Il est intéressant d'avoir les deux, en tout cas pour moi qui ne suis pas assez bon en anglais pour apprécier vraiment le texte anglais, mais qui aime écouter
la poésie, et surtout en le lisant en haute voix, il y a une importance du son et du rythme des mots. En anglais, des mots anglais qui sont souvent courts et qui sont entrecoupés dans ces quatrains par des tirets à l'intérieur même des vers. Donc on a quelque chose qui s'arrête, qui respire. They have a little odor that to me is match, nay, this melody, and spiciest at fading indicate a habit of a laureate. Ma prononciation de l'anglais est sans doute mauvaise. Habit et pas hobbit, hein, on n'est plus dans le même livre qu'avant. Elles ont un léger parfum qui pour moi est maître, ou plutôt mélodie, et plus capiteux à son déclin, marque une tournure de lauréat. C'est sur ces mots d'Emily Dickinson que je vous laisse. Lisez, parce que lire, c'est se construire un langage et trouver à travers les mots des autres ses propres mots. Et il est essentiel dans le monde compliqué dans lequel nous vivons de réussir à trouver des mots qui ne sont pas les mots qui flottent dans l'air comme des virus. Donc je vous souhaite de bonnes lectures et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles lectures et plein d'autres belles choses qui promettent d'arriver. Au revoir!